L'équipage a gravé un mot sur le bras d'un adolescent noir avec un badge, ignorant à qui appartient la compagnie aérienne. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui croient qu'aucun adolescent noir ne devrait être marqué au fer rouge le feront avant que cette histoire ne commence. Êtes-vous sûr d'être dans la bonne section? Ces mots transpercèrent le brouhaha des conversations d'embarquement comme une lame tranchante et dédaigneuse. Terence Miles leva les yeux, surpris, la main toujours agrippée au dossier du siège 22A. Un grand agent de bord en uniforme impeccable se pencha au-dessus de lui, le regard dur et peu accueillant. Terence cligna des yeux, puis fouilla dans la poche avant de son sweat à capuche et en sortit sa carte d'embarquement. « Oui » dit-il doucement en le levant. L'homme jeta un rapide coup d'œil au billet, puis à Terence. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres, mais il ne dit rien d'autre, du moins pas à Terence. Il se détourna lentement, marmonnant quelque chose que Terence ne put saisir, mais qui n'était certainement pas amical. L'agent poursuivit son chemin, mais l'air autour de Terence lui semblait plus lourd. Une petite boule se forma dans son estomac. Il se glissa dans son siège près du hublot, posant son sac à dos entre ses pieds et essayant de repousser l'instant. Peut-être que le type passait simplement une mauvaise matinée. Peut-être qu'il réfléchissait trop. Mais au fond, quelque chose dans la façon dont le regard de l'homme s'attardait ne semblait pas fortuit. C'était comme quelque chose de personnel, bien qu'il ne se soit jamais rencontré auparavant. Terence prit une inspiration et regarda par le hublot. Le tarmac était gris de brume, l'avion toujours immobile. Ils étaient en retard pour embarquer, et cela se voyait dans le rythme effréné de l'équipage et la subtile tension dans les voix des passagers. Il ajusta la manche de son sweat à capuche sur la brûlure estompée sur son avant-bras. Elle était en voie de guérison, mais encore décolorée, un vilain souvenir de l'accident de laboratoire 2 mois plus tôt qui avait failli lui coûter la peau. Il baissa sa capuche et essaya de s'enfoncer dans son siège. Son premier vol en solo. Son premier voyage sans son père ni personne pour le guider. Marcel avait insisté cette fois. Tout ira bien, avait-il dit. Parfois, un homme doit traverser le monde seul. Terence n'avait pas su comment contredire cela, mais il n'avait pas non plus saisi l'urgence du ton de son père. L'homme à côté de lui, un homme d'affaires en costume d'une 50aine d'années, lui jeta à peine un coup d'œil. Il hocha la tête lorsque Terence le salua, puis retourna à son téléphone. Terence s'en fichait. Il préférait le silence. La dernière chose dont il avait besoin, c'était de bavardages gênants. Les compartiments à bagages se refermèrent tandis que les passagers s'installaient. La vidéo de sécurité défilait sans enthousiasme sur le petit écran, mais personne ne semblait regarder. Le regard de Terence se porta de nouveau vers l'allée, où le même agent de bord, portant l'inscription « SLAT » sur son badge, se déplaçait d'un pas vif de rangée en rangée, vérifiant les loquets et donnant des ordres aux autres membres d'équipage d'un ton saccadé. SLAT semblait appartenir à une autre époque, avec sa posture rigide, ses cheveux argentés, son regard qui ne s'adoucissait jamais. Un homme fait pour les règles, pas pour la gentillesse. Terence remarqua que le regard de SLAT s'attardait sur certains passagers, ceux qui semblaient jeunes ou différents. Sa mâchoire se serra. Il avait déjà vu des hommes comme ça. Pas ouvertement cruels, pas le genre qu'on pourrait dénoncer pour insulte, mais toujours à l'affût, toujours à juger. L'interphone grésilla. « Mesdames et messieurs, ici le capitaine Rollins. Veuillez nous excuser pour le retard de ce matin, nous attendons l'autorisation finale du contrôle aérien. Nous devrions décoller sous peu. Veuillez rester assis, ceinture attachée. Merci de votre patience. » Terence se laissa aller au fond de son siège, essayant de se détendre. Mais la question de SLAT résonnait encore dans sa tête. « Êtes-vous sûr d'être dans la bonne section ?» Il se le rejoua encore et encore, essayant de se convaincre que cela ne signifiait rien. Mais le regard de SLAT était clair. Il n'avait pas cherché à savoir s'il y avait une erreur. Il doutait même que Terence soit à sa place. Terence baissa les yeux vers ses mains. La gauche tremblait légèrement. Pas de peur, du moins pas complètement. C'était la frustration de savoir exactement ce qui s'était passé, et de ne toujours pas savoir quoi faire. Il aurait voulu être en colère. Mais la colère ne se sentait pas en sécurité ici. De l'autre côté de l'allée, un garçon d'accent grave, peine 12 ans, renversa un paquet de cacahuètes par terre. SLAT fut là en un instant, lui aboyant dessus pour qu'il nettoie. Le garçon se précipita pour obéir tandis que son père regardait droit devant lui, immobile.
Le membre d'équipage ne se pencha même pas pour l'aider. Il se contenta de rester là, les bras croisés, à regarder. Terence détourna le regard. Alors que les moteurs vrombissaient enfin et que l'avion roulait vers la piste, les lumières de la cabine s'éteignirent. De l'autre côté du hublot, le ciel était d'un bleu terne. Des nuages s'étendaient à l'horizon comme une tempête imminente. Terence ferma les yeux, espérant trouver la paix. Mais derrière ses paupières, il ne voyait que le visage de l'hôtesse de l'air, déformé par ce ricanement, et le ton froid de sa voix. « Êtes-vous sûr d'être dans la bonne section ?» Il ne savait pas pourquoi cela le dérangeait autant. Ou peut-être que si. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le poids qu'il pesait. Comme si Slat avait déjà décidé qui était Terence, et qu'aucune explication ne pourrait le faire changer d'avis. L'avion décolla de la piste, s'élevant de plus en plus haut dans les nuages. Mais les pensées de Terence étaient toujours en bas, ancrées dans une question qui le tenaillait. Il voulait croire que ce ne serait qu'un début de vol difficile. Mais quelque chose au fond de lui soufflait le contraire. Il ignorait que ce vol le marquerait à jamais. Terence venait de dézipper son sweat à capuche lorsque l'avion fut secoué violemment, une secousse violente qui provoqua un léger murmure dans la cabine. Les compartiments supérieurs s'entrechoquèrent et le chariot à boissons dans l'allée vacilla sur ses roues. Terence tendit instinctivement la main par-dessus ses genoux pour stabiliser son accoudoir, ses doigts effleurant la peau à vif et décolorée de son avant-bras. La brûlure le démangeait encore parfois, bien que la douleur ait disparu depuis longtemps. Victor Slat réapparut, le pas décidé et les épaules carrées comme un homme en quête de bagarre. Son regard se fixa sur le bras nu de Terence, les sourcils froncés. Puis, d'une voix suffisamment forte pour percer le bavardage nerveux des passagers à proximité, il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Un tatuaje de Gan? Plusieurs têtes se tournèrent. L'amchoira d'aterrançar sa serra. Son premier réflexe fut de baisser sa manche, mais il s'en retint. Il avait dû expliquer sa cicatrice trop souvent pour être gêné maintenant. « Non, monsieur, dit-il calmement, bien que sa voix tremblait légèrement. C'est une brûlure chimique, provenant d'un projet de laboratoire scolaire. » Les lèvres de Slat se retroussèrent en un sourire narquois qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Bien sûr que si, marmonna-t-il, avec juste ce qu'il fallait de sarcasme pour que tout le monde l'entende. Terence baissa les yeux, les mains maintenant jointes sur ses genoux. Le nœud dans sa poitrine se serra davantage. Il avait l'impression de se rétrécir dans le siège, comme si le tissu l'avalait tout entier. Il n'osait pas regarder autour de lui, mais il sentait le malaise dans l'air, la curiosité des uns, le jugement des autres. Quelques instants plus tard, une bouteille d'eau roula hors de la poche du siège et s'écroula doucement dans l'allée. Terence se pencha pour la récupérer, le dos légèrement tourné vers la rangée derrière. Le moment était mal choisi. Slat revint avec un sac poubelle noir accroché à une main et le bord métallique du chariot à boisson dans l'autre. En passant, il heurta accidentellement le bord du chariot contre la tête de Terence. Un bruit sourd résonna lorsque le métal heurta sa peau. Terence grimaça, sa main volant sur le côté de sa tête. Son sweat à capuche glissa de ses genoux. Il leva les yeux, stupéfait, les yeux écarquillés d'incrédulité. Slat ne s'arrêta pas. Il ne ralentit même pas. « Tu dois faire plus attention, gamin » aboya-t-il sans se retourner. Terence resta figé une seconde, clignant des yeux, essayant de comprendre si c'était intentionnel. Cela lui avait semblé délibéré. Trop parfaitement synchronisé. Trop précis. Il baissa les yeux vers la moquette, sa bouteille d'eau roulant toujours paresseusement jusqu'à s'arrêter. Il la ramassa d'une main lente. Une voix murmura derrière lui, basse et hésitante. « Salut, ça va ?» Terence tourna légèrement la tête. L'homme plus âgé assis à côté de lui, costume gris, barbe soignée, le regard fatigué, l'observait maintenant. L'inquiétude dans son ton était réelle, mais distante, comme un inconnu qui regarde la météo dehors. « Ouais, » dit Terence à voix basse. « Ce n'est rien. » L'homme hocha la tête et détourna le regard, mal à l'aise. Personne d'autre ne dit rien. Les autres passagers qui s'étaient retournés pour regarder lorsque Slat avait fait son commentaire étaient maintenant retournés à leurs écrans, à leurs conversations, à leur café. Le moment était passé, du moins pour eux. Mais pas pour Terence. Il sentait le sang battre derrière sa tempe, une légère brûlure là où le chariot l'avait effleuré. Et pire encore,
Il sentait le sourire narquois de Slat persister comme de la fumée dans l'air. De l'autre côté de l'allée, le jeune agent de bord, Ellis, indiquait son badge, se tenait près du stand de boissons. Il avait tout vu. Terence le savait. Leurs regards se croisèrent un instant, une simple étincelle de connexion, mais Ellis détourna rapidement le regard, faisant semblant de jouer avec une pile de serviettes. Terence se tourna vers le hublot, les lèvres pincées. Son reflet le fixait dans le plastique sombre, un garçon tiraillé entre défi et retenue. Il ne voulait pas d'ennui. C'était la règle la plus importante de son père. Rester sage, calme, ne pas envenimer la situation. Mais jusqu'où pouvait-on tenir avant que le silence ne devienne un mensonge? Les lumières de la cabine s'atténuèrent légèrement tandis que l'avion continuait de monter, planant désormais au-dessus des nuages. La pression dans la cabine s'apaisa, mais celle dans la poitrine de Terence ne fit qu'augmenter. Victor Slat repassa, poussant le chariot avec un sourire forcé et une politesse machinale vers les passagers qu'il jugeait dignes. Ses pas ralentirent légèrement en approchant de la rangée de Terence. Il ne dit pas un mot cette fois, se contentant de le regarder avec une expression de dédain discret, puis continua son chemin. Les doigts de Terence tressaillirent sur ses genoux. Il se sentait comme une cible. Non, il l'était. Et soudain, ce n'était plus seulement la bouteille d'eau, la cicatrice ou le coup sur la tête. C'était le regard que Slat lui avait porté lors de son premier embarquement. Comme s'il n'était pas à sa place. Comme si le numéro de siège imprimé sur son billet était une erreur. Il voulait dire quelque chose. Se lever et le confronter. Mais comment? Et qu'est-ce que cela changerait? Il n'était qu'un adolescent en classe économique premium. Et c'était Slat qui portait l'uniforme. Terence jeta un coup d'œil vers l'arrière de la cabine. C'était là que Slat disparaissait sans cesse. Quelque part dans cet espace sombre au-delà du rideau. Il le sentait. Quoi que ce soit, ce n'était pas fini. Il remonta son sweat à capuche sur ses bras, serrant fermement le tissu, et baissa les yeux vers ses genoux. Ses jambes étaient encore tendues. Ses épaules lui faisaient mal à force de rester immobile. Ellis repassa, plus lentement cette fois. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme s'il allait dire quelque chose. Mais il jeta un coup d'œil à Slat, debout près de la sortie de secours, et les mots moururent avant même d'être nés. Il continua ad avancer. Et c'est à ce moment-là que la pensée s'imposa à Terence, non pas comme une pensée, mais comme une certitude. Ce n'était pas seulement un mauvais service. C'était personnel. Et quelque chose de bien pire allait arriver. L'ombre de Slat s'abattit sur l'allée comme une éclipse soudaine. « Venez avec moi, dit-il d'une voix basse mais ferme, le regard indéchiffrable. Il y a un problème avec votre billet. » Terence cligna des yeux, pris au dépourvu. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les passagers à proximité dormaient ou étaient perdus dans les écrans lumineux. Personne ne semblait le remarquer, ni s'en soucier. Lentement, prudemment, il détacha sa ceinture et se leva, incertain de ce qui se passait, mais refusant de faire une scène. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Terence d'une voix égale. Slat ne répondit pas. Il se retourna simplement et commença à marcher vers l'arrière de l'avion. Terence hésita, puis le suivit, le bourdonnement des moteurs soudain plus fort à ses oreilles, comme un battement de tambour d'avertissement. Les lumières de la cabine avaient été tamisées pour l'altitude de croisière, baignant tout dans des tons bleus froids. En passant le rideau de l'office, ils eurent l'impression de passer derrière un voile, dans un endroit où les passagers n'étaient pas censés aller. L'office arrière était exigu, claustrophobe, bordé de chariots et de plateaux de rangement en métal. Il y flottait une légère odeur de plats réchauffés et de désinfectants. Slat s'arrêta près de la porte de secours, puis se retourna brusquement, bloquant le passage à Terence. Il changea de posture, les épaules droites, le menton légèrement relevé, le faux professionnalisme disparut de son visage. « Tu te crois meilleur que tout le monde, hein ?» siffla-t-il. Les yeux de Terence s'écarquillèrent. « Quoi ?» Slat fit un pas en avant. « Tu affiches cette attitude, assis devant comme si tu étais à ta place, faisant comme si tu n'avais pas remarqué les regards. »« Je n'ai rien fait, » dit Terence, la voix tremblante, mais essayant toujours de garder son calme. « Je vais juste rendre visite à mon oncle. C'est tout. » Mais Slat n'écoutait pas. Sa respiration devint plus lourde, plus irrégulière. D'un mouvement rapide, il attrapa Terence par le poignet et remonta sa manche,
exposant la peau pâle et cicatrisée de son bras par la brûlure chimique. Terence grimaça de douleur et de surprise. « Tu portes ça comme si c'était un badge, » ricana Slat. « Je vais t'en donner un vrai. » Il se pencha et détacha son badge de pilote. L'épingle à nourrice au dos brillait sous la lumière fluorescente de la cuisine. L'instinct de Terence lui criait de bouger, de courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Avant qu'il ne puisse se dégager, Slat serra une main autour de son avant-bras et pressa l'aiguille pointue contre la peau sensible juste au-dessus de la cicatrice. « Non, arrête !» haleta Terence, se débattant. Mais Slat l'ignora. Avec une force délibérée, il commença à faire glisser la pointe sur la peau de Terence, gravant une lettre à la fois. « L, puis I » cria Terence, la douleur brûlante comme le feu. Il essaya de se dégager, mais Slat se plaqua le dos contre la paroi de la cuisine, se couvrant la bouche de l'autre main. « Silence !» grogna Slat à son oreille, la voix tremblante d'une sombre satisfaction. « Tu veux que les gens te croient dangereux, pas vrai? Faisons-le pour de bon. » Les larmes montèrent aux yeux de Terence lorsqu'il sentit les 2 dernières lettres se graver sur son bras. Hey! R, le sang monta en lignes irrégulières, ruisselant vers son coude et imprégnant la manche de son sweat à capuche. La sensation était insupportable, vive, brûlante, humiliante. Puis, aussi vite que cela avait commencé, Slat recula. Terence s'effondra contre le mur, essoufflé, le bras serré. Son corps tremblait. Il leva les yeux, hébété, et à cet instant précis, il aperçut Ellis au fond de l'allée. Le jeune agent de bord resta figé un instant, les yeux rivés sur la scène qui se déroulait devant lui. « Ellis, à l'aide !» parvint à murmurer Terence. Mais Ellis ne bougea pas. Son visage se crispa. Puis, l'air hanté, il se retourna et s'éloigna, disparaissant derrière le rideau. Slat ajusta son uniforme et remit son badge en place. Il attrapa une pile de serviettes et en jeta une aux pieds de Terence. « Nettoie-toi. Et si tu cries ou que tu le dis à qui que ce soit, je dirai que tu as essayé de m'attaquer. » Terence ne répondit pas. Il était trop abasourdi. Trop blessé. Il s'agenouilla lentement, ramassa la serviette d'une main tremblante et la pressa contre les lettres ensanglantées de son bras. Les fibres collèrent à la plaie ouverte. Pendant quelques instants, il n'entendit que le bourdonnement sourd de l'avion, le cliquetis d'une roue de chariot au loin et les battements de son cœur qui lui résonnaient aux oreilles. Il sortit en titubant du galéi et descendit l'étroit couloir, chaque pas plus lourd que le précédent. Sa vision se brouilla tandis qu'il croisait les rangées de passagers inconscients, des gens qui ignoraient tout de ce qui venait de se passer derrière le rideau. Arrivé enfin au siège 22A, il s'y affala, remontant sa manche avec précaution, dissimulant ainsi les traces de la cruauté qu'il venait de subir. Il garda la tête basse, la serviette toujours serrée autour de son bras, tachée d'un rouge profond. Son voisin de siège ne le remarqua pas. Les lumières de la cabine restèrent tamisées, le monde autour de lui silencieux et indifférent. Et quelque part à l'arrière de l'avion, Victor Slat se tenait les bras croisés, observant. À cet instant, Terence réalisa que personne ne venait l'aider. Terence retourna à son siège en titubant, le bras enveloppé dans une serviette en papier froissé, essayant de cacher le sang qui le traversait par petits coups. La douleur n'était pas le pire, c'était le sentiment d'être petit, acculé, impuissant. Chaque pas dans l'allée lui donnait l'impression de marcher sur une corde raide sous le poids de 1000 regards, même si la plupart des passagers restaient parfaitement inconscients. Sa respiration était irrégulière. Ses yeux le piquaient, non seulement de douleur, mais aussi de l'humiliation d'avoir hurlé dans cette cabine exiguë comme un animal pris au piège. Il se glissa dans le compartiment 22A, les mains tremblantes, et baissa aussitôt la manche de son sweat à capuche pour couvrir la blessure. Le tissu collait à la serviette humide en dessous, mais il serra les dents et ne dit rien. L'avion vibrait doucement sous le rugissement de l'altitude de croisière, mais tout semblait trop silencieux dans sa poitrine, comme si un vide s'était ouvert quelque part derrière ses côtes. Du coin de l'œil, Terence remarqua que son voisin de siège bougeait. Monsieur Dobson, un homme d'une 50aine d'années, aux branches argentées et à l'oreillette Bluetooth toujours coincée dans une oreille, se penchait légèrement sur son siège. Sa mallette reposait sur ses genoux, fermée, comme s'il attendait le bon moment pour parler. « Ça va, fiston ?» demanda Dobson d'une voix basse et prudente. Terence le regarda, les lèvres entr'ouvertes pour répondre, mais aucun son ne sortit.
Sa gorge se serra comme un nœud. Finalement, il força les mots. « Je vais bien », dit-il d'une voix plate, à peine audible. Dobson l'observa, les yeux légèrement plissés comme s'il n'y croyait pas, mais après une seconde de silence, il hocha lentement la tête et se tourna vers le hublot. Terence regardait droit devant lui. Son cœur battait à tout rompre. Il sentait encore la main de Slat sur sa bouche, son poids, l'odeur du café et d'un produit chimique, comme du désinfectant. Et le mot « menteur » était désormais gravé profondément dans son bras et dans son esprit. À quelques rangées de là, Victor Slat avançait avec une aisance mécanique dans l'allée, feignant d'inspecter les compartiments supérieurs. Il ne jeta pas un seul regard à Terence. Mais sa présence était comme de la fumée, suffocante, inéluctable. Son expression restait impassible, professionnelle, presque ennuyée, comme si de rien n'était. Ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Dans le cockpit, le capitaine Rollins fredonnait tout en vérifiant la météo de la zone d'atterrissage. Il était inconscient de la lente tempête qui se préparait dans la cabine. Ellis, le plus jeune des hôtesses de l'air, n'avait pas regardé Terence depuis l'incident. Il se tenait maintenant, raide, près de l'office, ajustant le fil d'un casque et tripotant une pile de boîtes de collations inutiles. Ses doigts tremblaient légèrement. Mais en vérité, Ellis n'évitait pas seulement Terence. Il évitait le poids de ce qu'il avait entendu. Plus tôt ce matin-là, avant l'embarquement, Ellis avait entendu Slat dans la salle de préparation du personnel, parler à un autre membre de l'équipage tout en sirotant son 4e café. « Je vais faire de ce gamin un exemple », avait dit Slat d'un ton sec et dédaigneux, comme s'il parlait de cacahuètes renversées. L'autre membre de l'équipage, un jeune steward nommé Rick, avait gloussé nerveusement et marmonné quelque chose à propos de la surveillance des limites. Mais Slat avait balayé la situation d'un geste de la main. Ellis avait tout entendu. Il aurait dû signaler. Il ne l'avait pas fait. Il se disait que c'était une blague. Slat était toujours sarcastique, toujours à la pointe de ses remarques. Pourtant, quelque chose dans ce ton lui avait semblé différent, tranchant, précis. Et maintenant, le souvenir résonnait comme une sirène dans son crâne. Ellis jeta un coup d'œil vers l'écran arrière, niché dans un coin du mur de service. Il affichait des images de surveillance en noir et blanc de la cuisine. La plupart du temps, l'écran était ignoré, une formalité plus qu'un outil. Mais maintenant, il regardait les images silencieuses rejouer la scène précédente. La voilà, Slat coinçant Terence, lui attrapant le bras, arrachant un objet métallique de son badge. Terence s'agitant, puis se figeant. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette. Assez nette pour lui faire perdre l'estomac. Il regarda par-dessus son épaule, personne ne regardait. Les autres agents servaient des boissons dans la cabine avant. Slat était au milieu de l'allée, riant doucement avec un passager de première classe. Ellis fouilla dans le tiroir sous l'écran, en sortit une clé USB fournie par la compagnie et la glissa dans le hublot. Les mains tremblantes malgré tous ses efforts pour paraître calme, il téléchargea la vidéo. La barre de progression défilait sur l'écran avec une lenteur atroce. Chaque seconde qui passait faisait battre son cœur plus fort. Il se sentait comme un voleur, dérobant la preuve de quelque chose que tout le monde prétendait inexistant. Mais au fond, il savait que ce n'était pas une question de courage. C'était une question de culpabilité. Une fois le téléchargement terminé, il retira le disque dur, marqua une pause d'un instant, puis le glissa dans sa chaussette, sous son pantalon d'uniforme. Il la serra froidement contre sa cheville. Il se redressa, s'essuya les paumes sur son tablier et s'éloigna de l'écran. Son visage était pâle, mais sa mâchoire s'était crispée sous l'effet de quelque chose de nouveau, une décision. En passant devant la rangée de Terence, il ne s'arrêta pas. Il ne parla pas. Mais pendant un bref instant, il laissa son regard croiser celui du garçon. Terence ne détourna pas le regard. Ellis avait pris une décision silencieuse, mais pas celle à laquelle on s'attendait. Terence descendit du vol 1845 d'un geste lent et prudent, serrant son sac à dos d'une main et tenant son avant-bras blessé de l'autre. La douleur était plus vive maintenant. La serviette enroulée autour de la plaie était depuis longtemps trempée, laissant de légères traces rouges sur le tissu de son sweat à capuche. Chaque pas sur la passerelle lui semblait interminable, ses jambes raidies par l'épuisement et la peur. Il gardait les yeux fixés devant lui, s'efforçant de ne pas se retourner. Victor Slat se tenait à la sortie,
accomplissant son dernier devoir comme si de rien n'était. Son sourire était trop poli, trop figé, comme un masque porté si souvent qu'il ne lui allait plus. Les passagers passaient avec des hochements de tête polis et de brefs remerciements, inconscients de la guerre silencieuse qui couvait sous la surface. Lorsque Terence le rejoignit, Slat se pencha vers lui, les lèvres à peine mobiles. « Si vous dites quoi que ce soit, murmura-t-il d'une voix froide et basse, et je dirai que vous m'avez attaqué. » Terence ne répondit pas. Son regard ne vacilla même pas. Mais quelque chose se brisa à l'intérieur. Non pas de peur, mais du poids de tout contenir. La porte d'arrivée bourdonnait d'activité. Des familles se réunissaient, des hommes d'affaires se précipitaient vers la récupération des bagages, des annonces occasionnelles résonnaient dans le terminal. Au milieu de la foule, Terence le repéra. Marcel Miles se tenait immobile, grande silhouette drapée dans un long manteau noir, une main tenant un téléphone élégant à l'oreille. Son expression était indéchiffrable, détachée même, tandis qu'il murmurait quelque chose d'un ton qui suggérait qu'il donnait des instructions plutôt qu'une conversation. Terence hesita. Le chaos autour de lui se brouilla. Son père semblait un monument lointain dans une tempête de mouvements, stable, imperturbable, inaccessible. Mais Marcel leva les yeux. Son regard se fixa sur son fils. L'appel s'interrompit au milieu d'une phrase. Marcel baissa l'appareil sans un mot, les yeux plissés tandis qu'il s'avançait avec un calme délibéré. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Sa voix ne s'éleva pas. Il ne tremblait pas. Mais il pesait lourd, comme le silence avant le tonnerre. Terence essaya de former des mots, mais rien ne sortit au début. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne d'autre ne l'écoutait, puis s'approcha et releva lentement sa manche. Le mot déchiré sur son bras, furieux, à vif et rouge, parlait plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Le visage de Marcel resta inchangé, mais sa mâchoire se serra. Son soufflet se bloqua. Le calme de sa posture ne se rompit pas, mais quelque chose dans son regard changea. Le regard d'un homme à qui on venait de donner une raison. Une raison très personnelle. « Qui a fait ça » demanda-t-il d'une voix neutre. La gorge de Terence était sèche. Il se pencha légèrement, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Une hôtesse de l'air. Slate. Marcel hocha lentement la tête et posa une main ferme sur le dos de son fils, le guidant à travers la foule. Sa prise n'était pas précipitée, mais elle était sûre. Protect Rice. Definitive. Viens avec moi, dit-il. Ils marchèrent sans parler. Terence essaya de déchiffrer le visage de son père, mais il n'offrit rien. Pas encore. Juste un silence contrôlé. Son expression était dénuée de réconfort, mais il y avait une raison d'être. Cette raison enveloppait Terence comme une armure. Pour la première fois depuis qu'il était monté à bord de cet avion, il ne se sentait plus seul. Ils sortirent par un couloir privé, loin de la foule animée, où la berline noire de Marcel attendait déjà. Le chauffeur, un homme en costume sombre, ouvrit la portière sans un mot. Terence se glissa à l'intérieur, toujours serré contre lui par le bras, et Marcel le suivit, sans donner d'ordre. Il n'en avait pas besoin. À l'intérieur de la voiture, le silence persistait. La ville défilait floue derrière les vitres teintées, les lampadaires filant sur la vitre comme des étoiles filantes. Terence les observait, incertain de la suite. Marcel brisa enfin le silence. « Vous êtes sûr que c'était Slat » ? « Oui, » répondit Terence doucement. « Il m'a coincé dans la cuisine arrière. Il a dit que je n'avais pas ma place à l'avant. Puis il a utilisé son badge. Il a dit que c'était pour que ce soit réel. » Marcel ferma les yeux une demi-seconde. Puis il les rouvrit et sortit son téléphone, non pas pour parler, mais pour ouvrir un document sécurisé. Terence ne voyait pas ce qui s'affichait à l'écran, mais l'urgence dans les mains de son père lui indiquait que ce n'était pas une démarche désinvolte. Marcel ne faisait pas les 100 pas, ne criait pas, ne jurait pas. Mais quelque chose de bien plus dangereux s'éveillait dans la précision silencieuse de ses mouvements. Terence s'adossa au siège en cuir, épuisé. Son avant-bras le lançait, la douleur sourde maintenant mais constante. Il sentait le poids de tout cela peser sur lui, mais aussi quelque chose qui le soulevait. La présence de son père, son attention, son silence. Ce n'était pas seulement de la protection. C'était une intention. Il regarda à nouveau son père, posant enfin la question qui le taraudait depuis leur rencontre à la porte d'embarquement. « Papa »
Pourquoi m'as-tu fait voler seul cette fois-ci? Marcel lui jeta un coup d'œil. Sa voix était basse, mais claire. Tu avais besoin d'apprendre comment le monde te voit quand je ne suis pas là. Mais j'avais aussi besoin de savoir qui, dans ce monde, mérite de tout perdre. Terence baissa les yeux, incertain de la réponse à donner. Mais Marcel n'en avait pas fini. Ce qui t'est arrivé est impardonnable, dit-il. Mais on ne l'ignorera pas. Et on ne réglera pas ça en portant plainte ou en attendant que justice soit faite. Il ne s'agit pas d'un mauvais vol. Il se tourna vers son fils, le ton plus sec. Il s'agit de quelqu'un qui pense pouvoir te faire du mal, sans conséquence. Terence n'y parle pas. Il n'en avait pas besoin. La façon dont son père parlait, bougeait, calculait, c'était comme regarder des engrenages tourner à l'intérieur d'un coffre-fort scellé. Quelque chose se mettait en marche. Ce que Terence ignorait, ce qu'il n'aurait pu imaginer, c'est que son père n'était pas seulement un puissant dirigeant du secteur technologique, influe dans quelques secteurs du secteur. Marcel Miles était l'actionnaire majoritaire silencieux de Westland Air, la compagnie aérienne qui avait porté son fils à travers les airs, jusqu'aux mains d'un homme comme Slat. Et Victor Slat venait de graver un mot dans la mémoire du fils du patron, et maintenant, le ciel allait trembler. Dès que Marcel Miles entra dans la salle de réunion du siège de Westland Air à Brookmere, la température sembla chuter. Les murs, tapissés d'acajou polis et de photos des grandes étapes de la compagnie aérienne, ressemblaient soudain plus à des barrières qu'à un décor. Gregory Shaw, le directeur exécutif des opérations, était déjà assis au bout de la longue table, ajustant ses boutons de manchette avec la nonchalance d'un homme habitué à faire disparaître les choses. Un épais dossier, non ouvert, était posé devant lui, du genre qu'on ne reçoit ni par courriel ni par note interne. Marcel ne s'assit pas. Il se tenait au bout de la table, l'air impassible, la voix tranchante comme un rasoir. « Ouvre-le, dit-il. » Grégory haussa un sourcil, mais obéit. Alors qu'il soulevait le rabat et en sortait le contenu, ses doigts s'immobilisèrent. D'abord, la photo haute résolution d'un bras d'adolescent, fraîchement découpé, les lettres irrégulières et rêches. Puis les images fixes de la cuisine de l'avion, chacune capturant le visage de Victor Slat, crispé de menaces, sa main pressant Terence contre la paroi métallique. Le visage de Gregory S. crispa. Il savait que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait effacer d'un revers de main avec une note d'entreprise. Marcel S. pencha en avant. Votre chef d'équipe a agressé le fils du propriétaire. Grégory leva brusquement les yeux, le dossier toujours dans ses mains. Son regard se posa sur le visage de Marcel, cherchant une fissure, un signe de bluff. Mais il n'y en avait pas. Ça ne peut pas être rendu public, balbutia Grégory en posant le dossier comme s'il était en verre. Si ça se sait. Ce n'est plus à toi de décider, interrompit Marcel d'une voix calme mais ferme. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question de responsabilité. Grégory ouvrit de nouveau la bouche, mais aucun mot ne sortit. La pièce avait changé. Le pouvoir avait changé de main, et il le savait. Ailleurs, dans un petit appartement sans fenêtre à l'autre bout de la ville, Ellis était assis au bord de son lit, les yeux fixés sur le badge de vol qu'il avait soigneusement posé sur la table de nuit. Son cœur avait battu fort toute la journée, mais ce n'était plus la peur de Slat, c'était la honte. Depuis qu'il avait vu le mot gravé sur le bras de Terence, il n'arrivait plus à dormir. Les images défilaient dans sa tête comme un film muet. La main de Slat qui bougeait trop vite, le cri étouffé du garçon, le sang. Il savait qui était Marcel maintenant. Tout le monde dans l'entreprise le savait. Il avait suffi d'une note interne mentionnant « visite non officielle du propriétaire » pour lancer la rumeur. Et pourtant, la vérité, à savoir que le garçon ciblé par Slat était le fils de Marcel, était encore peu connue. Ellis avait entendu des murmures, observé des conversations à voix basse dans le salon de l'équipage. Mais personne n'en était sûr. Personne ne voulait confirmer le pire. Ellis prit la clé USB. Il y avait copié les images de surveillance de la cuisine des heures après le vol, se disant que c'était une assurance, au cas où. Mais depuis, cela lui avait laissé un trou dans la conscience. Il alluma son vieil ordinateur portable, désactiva le Wi-Fi et inséra la clé. Les images apparurent à l'écran, et la voilà de nouveau. Une preuve. Indeniable. Il ouvrit un email vierge,
saisit l'adresse de la boîte de réception sécurisée anonyme qu'il avait trouvée dans les archives éthiques de l'entreprise et joignit le fichier. Pas d'objet. Pas de nom. Pas de message. Juste une décision silencieuse et irréversible. Envoyer. Le fichier disparut dans le vide numérique, mais Ellis ne ressentit aucun soulagement. Il se sentait exposé, comme si une fenêtre s'était ouverte et que l'air froid s'engouffrait. Il se rassit, respirant lentement, se demandant ce qui allait suivre. Il avait fait ce qu'il fallait, du moins l'espérait-il. Le lendemain matin, bien avant que l'effervescence du bureau ne reprenne son cours normal, Marcel se tenait dans son bureau privé, consultant les alertes de sécurité de la nuit. Lorsque la pièce jointe vidéo anonyme arriva dans sa boîte de réception sécurisée, il n'hésita pas. Il ouvrit le document, et en quelques secondes, la dernière pièce du puzzle se mit en place. Il y eut du son cette fois. Le sifflement de la voix de Slat, le grincement de l'épingle, le cri étouffé de Terence. Marcel serra les mâchoires, mais ne broncha pas. Il regarda la vidéo en entier sans cligner des yeux. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et contempla la silhouette de Brookmer. La tempête avait commencé, mais personne dans l'entreprise ne savait quelle serait la portée des vents. Il attrapa le téléphone du bureau et composa une ligne directe. « Owen », dit-il calmement lorsque la ligne décrocha, « rassemblez votre équipe. » Et dans l'aile des opérations, Gregory Shaw commença à remarquer des changements d'agenda inhabituels. Des réunions qu'il n'avait pas sollicitées. Des visiteurs qu'il n'avait pas autorisés. La réceptionniste lui lança un regard inquiet tandis que 3 inconnus en costume se présentaient à la réception. À l'étage, Marcel se cala dans son fauteuil, observant les premières pièces bouger sur l'échiquier. Il ne s'agissait pas seulement de Slat. Il s'agissait de savoir qui l'avait accueilli, qui avait laissé d'autres personnes comme lui passer inaperçues. Mais elle n'était plus inaperçue. Et au loin, à l'arrière d'un bus de banlieue en direction de l'aéroport de Westlin, Ellis vérifiait son téléphone, non pas pour des messages, mais pour le silence. Un silence qui pouvait signifier que son message avait été reçu. Le soleil perçait le ciel gris du matin au-dessus de Brookmer, mais à l'intérieur de Westlin Air, l'ombre avait déjà commencé à se déplacer. La chasse était lancée, mais discrètement, et personne à Westlin ne savait qui était déjà surveillé. Les bottes de Victor Slat claquèrent brusquement sur le carrelage poli lorsqu'il entra dans le salon de l'équipage du terminal Granton de Westlin Air. Il jeta son sac de voyage sur le banc avec son air habituel, s'attendant à entendre les plaisanteries habituelles. Au lieu de cela, la pièce tomba dans un silence étrange. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Pas de salutation. Pas de hochement de tête. Pas même le sourire narquois habituel d'Ellis, assis penché sur son téléphone au fond de la pièce. Les sourcils de Slat se froncèrent. Un grand tableau d'affichage à sa droite attira son attention. Un dépliant tout neuf était épinglé en haut, imprimé en caractères gras, entrée en vigueur immédiate, Westlin Air lance un audit interne de la conduite des équipages, couvrant les plateformes de Brookmer, Granton, Raleigh, Denver et Phoenix. Tous les équipages sont sujets à révision. Slat le fixa, les lèvres pincées. « Mignon », murmura-t-il. « Je parie que c'est juste pour la forme. » À ce moment précis, son téléphone vibra. Il le sortit et vit le message « Rendez-vous en salle de conférence L7 ». Immédiatement. Bureau administratif, il esquissa un sourire narquois, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un autre briefing logistique avant le vol. Sans hésiter, il jeta son sac sur l'épaule et se dirigea vers les ascenseurs. Le couloir menant au niveau était silencieux. Trop silencieux. Le brouhaha matinal habituel du personnel navigant et des responsables des opérations semblait avoir disparu. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, il entra dans un couloir bordé de bureaux en verre dépoli. Une réceptionniste au fond leva les yeux et fit un signe de tête en direction de la salle de conférence. Lorsqu'il entra, 3 hommes étaient déjà assis à la longue table. Gregory Shaw, directeur des opérations, était assis, raide, près de la tête, les doigts serrés. Marcel Miles était assis au fond, calme et indéchiffrable, vêtu d'un costume bleu marine, sans la moindre émotion visible. Le 3e homme, inconnu de Slat, portait un blazer gris ajusté et tapait doucement sur un ordinateur portable élégant devant lui. « Prenez place », dit Marcel sans lever les yeux. Slat laissa échapper un petit rire sec et se laissa tomber sur la chaise la plus proche.
D'accord. De quoi s'agit-il? L'homme en gris referma doucement l'ordinateur portable et leva les yeux. Sa voix était égale, presque trop calme. Je suis Owen Reed. Je suis responsable de la sécurité interne et des enquêtes. Le sourire narquois de Slat s'esquissa. Suis-je sous enquête? Owen tendit la main, ouvrit l'ordinateur portable, et d'un simple clic, orienta l'écran face à lui. Une vidéo silencieuse se déclencha. La cuisine était là. Il y avait Slat, qui tirait un adolescent vers l'autel. Il y avait ce moment, brutal et délibéré, où Slat attrapait le bras du garçon, le plaquait entre les chariots et utilisait une épingle pour lui graver la peau. L'écran montrait tout. L'angle était bas, mais net. Chaque mouvement. Chaque expression. Chaque geste. La bouche de Slat s'assécha. « Je crois que vous connaissez ce garçon », dit doucement Marcel en joignant les mains sur la table. Sa voix, maîtrisée et calme, avait plus de poids que n'importe quel cri. « C'est mon fils, Terence. » Slat ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses paumes commencèrent à transpirer. Son dos esse redressa. Regardez, cet angle ne montre pas tout. Le gamin était en train de faire des bêtises. J'étais obligé. Vous avez gravé un mot sur le bras de mon fils avec un badge de l'entreprise, dit Marcel en l'interrompant. Votre badge. Vos mains. Et votre erreur. Slat jeta un coup d'œil à Gregory Shaw, s'attendant à recevoir le renfort habituel. Mais Shaw ne le regarda pas. Au lieu de cela, il fixa un document juridique devant lui, comme s'il cherchait à disparaître dans la table. Owen fit glisser le même document vers Slat. Suspension en attente d'un examen formel, dit-il sèchement. Cela comprend l'interdiction de tout service actif, le refus d'accès aux systèmes internes et la coopération obligatoire aux enquêtes judiciaires. Vous ne devez retourner dans aucun établissement de l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. C'est une réaction excessive, s'empressa de dire Slat en se redressant. Je travaille dans cette entreprise depuis 12 ans. Et pendant ce temps, dit Owen en tapotant le dossier, nous avons retrouvé au moins 6 plaintes supprimées liées à vos vols. Toutes enfouies sous de vagues classifications. Mais ceci est une preuve visuelle et physique. Slate regarda les trois hommes. Les mers esse referment sur lui. La pièce semblait plus froide. Plus petite. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, dit-il finalement, la voix plus faible. Ce gamin, il m'a juste fait réagir. Tu ne voleras plus de sitôt, dit Owen en se levant et en redressant sa veste. Et tu ne vas pas t'en tirer comme ça non plus. Si ce moment vous a fait battre le cœur et vous a retourné l'estomac, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car le silence protège la cruauté, pas les innocents. Ellis était assis seul au bord de son canapé, la lueur de son téléphone projetant une faible lumière sur son visage fatigué. Il n'avait pas emménagé depuis plus d'1 heure. La notification de l'entreprise clignotait toujours en haut de l'écran, incident en cours d'examen. Ne pas évoquer en externe. Mais ce n'était pas ce qui le hantait. Ce qui le hantait, c'était l'image qu'il ne parvenait pas à effacer de sa mémoire. Terence, coincé entre les chariots, le bras en sang, la bouche couverte. Et Ellis, debout au bout de l'allée, observant, puis se détournant. Un coup sec brisa le silence. 3 coups lents, fermes et réguliers. Ellis Tresselet. Il n'attendait personne. L'espace d'un instant, il songea à l'ignorer, à faire semblant d'être absent. Mais quelque chose le fit se lever. Il traversa la pièce d'un pas hésitant et ouvrit la porte. Owen Reed se tenait dans le couloir. Il portait un costume gris, impeccable, malgré l'heure tardive. Sa posture était droite, professionnelle, et son visage indéchiffrable. Ellis cligna des yeux, perplexe. Reed? Qui êtes-vous? Ça vous dérange si j'entre? Demanda Owen d'un ton poli mais ferme. Ellis hésita, puis s'écarta. La porte se referma avec un léger clic. Le petit appartement était faiblement éclairé, l'odeur de nourriture réchauffée flottant encore dans l'air. Owen ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il fouilla dans son manteau et en sortit un mince dossier qu'il posa délicatement sur la table basse. Ellis le fixa, le cœur battant la chamade. « Je sais ce que tu as fait », dit Owen doucement, les yeux rivés sur lui. « Ou plutôt, ce que tu n'as pas fait. » Ellis s'assit, les épaules affaissées. « Je
Je me suis figé, dit-il. Je l'ai vu. Je savais que c'était mal. Mais je me suis dit que ce n'était peut-être pas mon rôle. Que ce n'était peut-être pas aussi grave que ça en avait l'air. Je ne connaissais pas le gamin. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Owen ne dit rien. Je me disais que cela était juste dur, poursuivit Ellis, la voix légèrement brisée. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai su. J'ai su que je l'avais trahi. Il y eut un long silence. Puis Owen prit le dossier et le rapprocha de lui. Monsieur Mill veut que vous lisiez ceci. Ellis l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des feuilles imprimées, des copies de ses évaluations de vol, des félicitations des passagers, des notes de formation. Au dos se trouvait une lettre d'une page. Non signé. Mais l'entête était sans équivoque. Promotion interne, en attente d'évaluation. Ellis lut les premières lignes à voix haute. Grâce à ses états de service réguliers et à son fort potentiel de leadership, Ellis Harper est pressenti pour un poste de supervision de la conformité culturelle. Il leva les yeux, stupéfait. Est-ce réel? Owen hocha la tête. Monsieur Mill pense que vous n'avez pas agi par malveillance. Il pense que la peur a obscurci votre jugement, et non l'indifférence. Mais il ne vous offre pas cela comme une récompense. Il vous le propose comme un test. Ellis déglutit difficilement, l'émotion lui montant à la gorge. Pourquoi me confierait-il une chose pareille? ONSE leva et butana sa vest. Parce qu'il croit que les gens peuvent surmonter leurs erreurs. Mais seulement s'ils sont prêts à se lever quand cela comptera la prochaine fois. La pièce redevint silencieuse. Ellis fixa la lettre, dont le poids s'imposa à lui. À la porte, Owen marqua une pause. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il a besoin de gens qui comprennent le prix du silence. Ellis hocha lentement la tête, l'esprit bourdonnant. Pas seulement de culpabilité, mais de détermination. Merci, dit-il doucement. Owen ne répondit pas. Il ouvrit simplement la porte et sortit dans la nuit. Alors que le loquet claquait, Ellis se pencha en arrière et expira pour la première fois depuis des heures. Le papier tremblait légèrement dans ses mains. Non pas de peur cette fois, mais de la prise de conscience qu'il avait encore un choix à faire. Une seconde chance n'effacerait pas le premier échec. Mais elle lui donnait autre chose, un but. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marcel Miles était assis dans une salle de conférence privée, des papiers éparpillés devant lui. Son regard était vif, concentré, tandis qu'il encerclait des noms sur une liste de personnel et prenait des notes dans les marges. Jaden Crow, l'ancien commandant militaire qu'il avait personnellement recruté, se tenait à la fenêtre, consultant une tablette. Derrière eux, le grand écran mural affichait un organigramme des divisions de l'équipage de Westlin. Shaw a été prévenu, dit Jaden. I'll contest. Il prétend que c'est politique. Marcel ne leva pas les yeux. Il a supprimé 6 plaintes. Ce n'est pas de la politique, c'est de la justice. Crow hoka la tête. Vous voulez une fouille complète? Marcel entoura 3 autres noms. Tous les chefs d'équipe. Toutes les bases. Aucun avertissement. Netawich. Il referma le dossier et se leva. Son téléphone vibra une fois. Un message sécurisé était arrivé. Un clip vidéo transféré, une séquence muette. Le dossier d'Ellis venait d'être renvoyé, cette fois depuis une adresse anonyme. Marcel regarda à nouveau le clip, l'air dur. Jaden traversa la pièce et lui tendit une clé USB. Le contact du procureur est là, dit-il. On passe l'appel. Marcel n'hésita pas. Il se dirigea vers un téléphone de bureau dans un coin et composa un numéro. La sonnerie fut brève. Une voix masculine répondit. Ici Miles, dit Marcel. Il faut qu'on parle. De toute urgence. Dehors, les lumières de la chambre d'hôpital scintillaient sur l'horizon tandis que les nuages s'amoncelaient sur Brookmere. Et quelque part, dans un bureau d'hôpital plongé dans la pénombre, un appel discret fut passé à un procureur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un sifflement mécanique, révélant l'étage des cadres supérieurs du siège de Westlin Air. Marcel Miles en sortit, flanqué de 2 membres de son équipe interne. Son expression était indéchiffrable, le regard fixé au loin, la mâchoire serrée. À la main, il tenait un épais classeur noir sur lequel était gravé un mot en lettres argentées et grasses, défaillance systémique. Il se dirigea d'un pas calme et déterminé vers la plus grande salle de conférence,
où les stores avaient été baissés et où la sécurité avait évacué le personnel non essentiel. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, l'émotion contenue. La longue table ovale était occupée par une douzaine d'hommes, pères, oncles et frères, chacun convoqué personnellement par Marcel. Au centre de la table était assis Terence, le bras droit encore bandé sous une manche boutonnée impeccable. Il ne parlait pas. Pas encore. Mais sa seule présence suffisait à emplir la pièce d'un poids muet. Sur le mur derrière eux, un écran de projection diffusait 6 rapports passagers expurgés, tous portant le même nom, Slat, Victor. L'un concernait un garçon de 15 ans voyageant seul, accusé d'avoir menti sur son siège. Un autre détaillait un incident discret impliquant un garçon autiste, dont le casque avait été retiré de force en plein vol parce que, selon Slat, il n'écoutait pas. Toutes les plaintes avaient été déposées. Tout avait disparu sans laisser de traces dans le système. Marcel déposa le classeur sur la table avec un léger bruit sourd. « Ce ne sont que celles que nous avons récupérées, dit-il d'une voix basse mais résolue. 6 planes documentes. Toutes enterrées. Toutes ignorées. » La pièce était silencieuse, à l'exception du ronronnement discret du ventilateur de plafond. Un homme, trapu, aux yeux fatigués et aux mains calleuses, fixait les rapports. Sa voix se brisa en parlant. « Mon neveu, il n'a pas pris l'avion depuis ce voyage. Il disait qu'il se sentait traqué. On pensait qu'il avait juste peur. Mais maintenant, il s'arrêta, la voix brisée. Marcel hocha subtilement la tête, puis se tourna vers Terence. Le jeune homme de 17 ans se leva lentement, les épaules droites, mais ses mains tremblaient légèrement le long du corps. Il s'éclaircit la gorge, puis parla, doucement mais fermement. « Je pensais que personne ne me croirait, commença-t-il. Je pensais que peut-être qu'en me taisant, je pourrais oublier. Mais j'avais tort. Parce que ça, il leva le bras et retira le bandage juste assez pour laisser apparaître les légères croûtes, ça n'a jamais été que moi. » L'atmosphère de la pièce changea. Un homme expira brusquement, les doigts agrippés au bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Un autre, un directeur d'école à la retraite nommé M. Latam, se tenait là, les larmes aux yeux. « J'ai enterré ça, dit-il d'une voix rauque. Mon fils est rentré de ce vol et s'est enfermé dans sa chambre pendant 2 jours. Je pensais qu'il dramatisait. J'aurais dû l'écouter. » Le silence retomba, plus pesant cette fois. Il pesait sur tous les murs de la pièce. Mais une voix le trahit, mesurée, tranchante, légale. « Ce n'est pas seulement de la négligence, dit Harold Brent, un procureur à la retraite aux cheveux argentés et au ton ferme. C'est une agression. C'est une pratique courante. Et si votre entreprise ne fait rien, je le ferai. » Marcel ne sia pas. Il se tourna vers Terence. « À vous de voir, dit-il simplement. » La voix de Terence ne vacilla pas cette fois. Il ne devrait pas pouvoir s'en aller. Marcel hocha la tête. Puis il se tourna vers l'un de ses assistants, un homme grand en costume bleu marine, qui quitta discrètement la pièce, le téléphone collé à l'oreille. Quelques heures plus tard, dans un bureau faiblement éclairé 2 étages plus bas, un téléphone sonna au bureau du shérif du comté de Granton. Un mandat d'arrêt fut émis. Accusation, agression et mise en danger d'un mineur. Le nom figurant sur le mandat, Victor Slat. À 20h47 précise ce soir-là, Slat fut arrêté devant un bar près de l'aéroport. Les policiers ne firent pas de scène. Ils n'en avaient pas besoin. Slat parla à peine lorsque les menottes s'enclenchèrent, mais son regard s'agita comme s'il attendait encore une intervention. Personne ne le fit. Pendant ce temps, de retour au QG de Westlin, Marcel était assis seul dans son bureau d'angle, la ville se reflétant dans la fenêtre derrière lui. Sur son bureau, le classeur était maintenant collé à un post-it jaune, écrit de la main de Terence. Il ne contenait que 2 mots, « Merci ». Au bout du couloir, Terence était assis sur un banc devant le salon exécutif, un casque sur les oreilles, mais sans musique. Ses doigts caressaient le bord de son bandage tandis que son esprit repassait les visages dans la pièce, tous ceux qui étaient restés silencieux parce qu'on leur avait dit que leur voix n'avait aucune importance. Mais maintenant, c'était le cas. Et de l'autre côté de l'aéroport, dans une cellule de détention froide sous des lumières fluorescentes vacillantes, Victor Slat était assis sur un banc en béton, le son de sa propre respiration résonnant dans le silence. Il fixait le sol éraflé sous ses bottes, essayant de comprendre.
Mais cela n'aurait plus de sens. Plus maintenant. Parce que tout avait changé. L'homme qui inscrivait la douleur dans les autres avait enfin été exclu du système. Le titre était sorti au petit matin, une hôtesse de l'air de Westlin arrêtée pour agression sur mineur. À midi, l'actualité était submergée de spéculations. La plupart des médias ont réduit l'affaire à un malheureux incident d'équipage, occultant la gravité des faits. Aucun ne livrait l'histoire complète. Personne ne connaissait l'identité du garçon. Les images n'avaient pas fuité. Et Marcel Miles n'avait accordé aucune interview. Mais Terence avait connu assez de silence pour toute une vie. Ce soir-là, sous un éclairage tamisé, dans un coin tranquille du bureau de son père, Terence était assis devant une caméra. Un ordinateur portable était posé sur le bureau à côté de lui, l'écran affichant le logo de la plateforme de communication interne de Westlin Air. Il prit une inspiration, ajusta le revers de son sweat à capuche pour révéler la cicatrice juste assez pour être honnête, et cliqua sur « Enregistrer ». « J'avais peur », dit-il franchement, regardant droit dans la caméra. Sa voix ne tremblait pas, mais elle n'avait pas besoin d'être forte pour être forte. Je pensais que rester silencieux me mettrait en sécurité. Mais le silence protège les agresseurs. Il marqua une pause. Le bruit de la bouche d'aération au-dessus de sa tête bourdonna doucement. Puis il reprit, parlant non pas en victime, mais en quelqu'un qui avait enfin compris le poids de sa voix. Je n'ai pas parlé pour détruire qui que ce soit. J'ai parlé parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre subisse ce que j'ai vécu. Je ne cherche pas à me venger, j'essaie de m'améliorer. Et j'espère que cette entreprise le souhaite aussi. Il a mis fin à l'enregistrement. Il n'y avait pas de musique dramatique. Pas de montage. Juste la vérité crue. La vidéo a été mise en ligne sur le portail interne des employés de Westlin le soir même. En 3 heures, elle avait été visionnée plus de 12 000 fois. Au lever du soleil, elle avait dépassé les 40 000. Les membres d'équipage de tout le pays ont commencé à réagir, certains par message privé, d'autres à voix basse sur les forums internes. Des histoires ont commencé à faire surface. Un bagagiste latino à Houston se souvient avoir reçu un rapport pour avoir parlé espagnol pendant une pause. Un mécanicien navigant noir à Phoenix a admis avoir été écarté d'une promotion à 3 reprises sans explication. Un nouvel employé de la maintenance a raconté qu'un superviseur lui avait dit « filme dans la masse et fait profil bas » lorsqu'il a tenté de signaler du harcèlement. Aucune de ces histoires ne fit la une des journaux. Mais au sein de l'entreprise, quelque chose était en train de changer. Une tranquille prise de conscience avait commencé. Pendant ce temps, Ellis, assis seul dans son studio, lisait la première note interne qu'il avait reçue depuis sa réaffectation. L'entête indiquait « Auditeur de la culture interne, déploiement sur le terrain de niveau 1 ». La note portait la signature de Jaden Crow. C'était officiel. Ellis ne s'attendait pas au pardon, et encore moins à la confiance. Et pourtant, il était là, avec une chance de réparer quelque chose qu'il avait contribué à briser. Il voyagea léger, un petit sac de sport, un bloc-notes portable, 2 chemises de rechange et une clé USB contenant les images de tournage qu'il conservait encore comme souvenir. En fermant la fermeture éclair de son sac, il jeta un coup d'œil au miroir et redressa le col de son blazer. Plus besoin de faire semblant d'être invisible. L'aéroport lui parut différent cette fois. Peut-être était-ce dû au poids de son nouveau titre. Peut-être était-ce dû à la conscience de ce que le ciel avait déjà pris à quelqu'un comme Terence. Quoi qu'il en soit, Ellis avançait avec un mélange de détermination et de culpabilité, l'une nourrissant l'autre. Il monta à bord de l'avion prévu pour son premier vol d'observation, observant discrètement le comportement de l'équipage, l'exécution des procédures d'urgence et les interactions. Il n'était pas là pour punir. Il était là pour observer et écouter. En traversant l'allée, presse-papier à la main, il jeta un coup d'œil à gauche pour vérifier la liste des passagers, puis à droite et s'arrêta. Siège 2A. Côté hublot. Première classe. Terence Miles. Il était assis calmement, vêtu d'un pull bleu marine et d'un casque audio en bandoulière. La cicatrice de brûlure sur son bras s'était légèrement estompée, mais la force tranquille de sa posture avait grandi. Terence ne broncha pas lorsque leurs regards se croisèrent. Ellis se figea une seconde, hésitant à parler. Mais Terence lui adressa un léger hochement de tête, empreint de poids, de compréhension et d'une sorte de pardon. Ellis lui rendit son geste par un soupir silencieux et continua son chemin.
Aucun des deux ne parla. Il n'en avait pas besoin. Parce que le vol qui avait marqué Terence l'avait transformé en quelque chose de plus, d'inébranlable. 3 semaines plus tard, la salle de réunion de Westland Air était silencieuse. Pas de murmure, pas de conversation à part, pas de clic numérique. Juste le silence. Chaque membre du conseil était figé sur sa chaise, les yeux rivés sur l'homme assis au bout de la longue table en acajou, le président Calvin Rigg. L'acier habituel de sa voix avait disparu tandis qu'il feuilletait les dernières pages du rapport d'audit de Marcel Miles, le titre gravé en gras sur la couverture, « L'altitude n'excuse pas les abus ». Le document était épais. Trop épais. Pas seulement un récit de ce qui était arrivé à Terence, mais une révélation. Il révélait un système défaillant, qui avait étouffé les plaintes, protégé les membres d'équipage toxiques et refusé de rendre des comptes à toutes les altitudes. Nom, date, transcription, photos de surveillance. Il n'y avait plus de place pour le doute. Marcel se tenait près du hublot, calme mais inflexible. Il portait un costume noir uni, sans cravate. Son regard balaya la pièce tandis que Rigg déposait le rapport d'un bruit sourd. « Ce n'est plus un problème de RH, dit Marcel, sa voix tranchant le silence comme un scalpel. C'est une crise de leadership. Rigg se pencha lentement en arrière, les mains jointes devant lui. Et votre recommandation? Marcel ne sia pas. Vous vous écartez. Tous. Pendant 90 jours. Donnez-moi le contrôle exécutif total. Une inspiration brusque s'éleva de l'autre côté de la table. Martin Levance, directeur des affaires juridiques, ajusta ses lunettes. C'est sans précédent, dit-il. Vous demandez au conseil d'administration de céder l'autorité sans vote. Marcel se dirigea vers le centre de la pièce, chaque pas posé. Vous avez raison. Je ne demande rien. Il glissa un épais classeur sur la table. À l'intérieur se trouvaient des lettres signées par les actionnaires, un soutien unanime. Vous n'avez pas réussi à empêcher cela. Maintenant, je vais le faire. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Calvin Rigg acquiesça enfin, presque vaincu. Katervink Dix Jewers. Sans hésiter, Marcel se tourna vers les portes vitrées. 2 assistants entrèrent, apportant des cartons scellés. Nous démantelons le système de plainte, poursuivit Marcel, ouvrant un carton pour révéler les nouvelles ébauches de la politique. À partir d'aujourd'hui, toutes les enquêtes seront soumises à un comité d'éthique indépendant, à des juges, à des défenseurs des droits civiques, à des régulateurs de l'aviation et à des survivants. Un autre carton fut ouvert. À l'intérieur se trouvait un modeste dossier noir intitulé « Conseil consultatif des jeunes ». Marcel le brandit et ajouta « Et une chaise de plus ». Réservé à quelqu'un qui sait déjà ce que signifie survivre au silence. La porte s'ouvrit à nouveau, et des pas résonnèrent dans la salle. Terence Miles entra, vêtu d'un blazer sombre et d'un jean, l'air impassible, le regard perçant. Il n'était plus seulement le garçon du siège 22A. Il se dirigea vers l'avant, s'accrochant au discours qu'il avait répété 100 fois dans sa tête. « Je n'ai pas des décennies d'expérience », commença Terence d'une voix claire mais légèrement tremblante. Mais je sais ce que c'est que d'être assis dans un avion où l'on ne se sent pas humain. Il regarda chaque membre du conseil d'administration droit dans les yeux. Vous pensez que c'est une question de politique, de risque, mais c'est une question de personne. De ce qui arrive quand un système décide que quelqu'un comme moi n'a pas sa place. Le silence persista. On n'a pas besoin d'elle pour s'élever, dit finalement Terence d'une voix désormais ferme et assurée. Il faut une colonne vertébrale. Il recula. La salle resta figée, les respirations hésitant entre la honte et l'admiration. Les costumes s'agitèrent sur leurs sièges, non pas de gêne, mais de compréhension. Même Rigg, qui avait autrefois régné sur ces tables comme un titan, inclina légèrement la tête. À l'extérieur de la salle de réunion, le logo de Westland Air scintillait sur la vitre au soleil, réfractant juste assez de lumière pour éclairer la dernière ligne du discours avec une clarté parfaite. Et comme ça, l'adolescent balafré est devenu la boussole de toute une compagnie aérienne. Les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement et Victor Slatt fut introduit, les poignets entravés, vêtu d'une combinaison délavée du comté. Son expression était tendue, la mâchoire serrée, ses yeux scrutant la salle à la recherche d'un signe de sympathie, mais il n'en trouva aucun. L'air était froid, anormalement calme,
à l'exception du frottement lointain des papiers et du léger cliquetis du stylo du juge tapotant le banc. Les murs semblaient plus proches que d'habitude, presque encombrants, comme si la salle elle-même en avait assez des excuses. L'accusation commença sans tambour ni trompette. Un jeune avocat au regard perçant, Daniel North, se leva, la voix claire et mesurée. « Votre honneur » commença-t-il en se tournant légèrement vers le jury, « cette affaire est une affaire de pouvoir, de cruauté et de la décision de déshumaniser un enfant en plein vol, sur un vol commercial, tout en agissant en tant que représentant de confiance de cette compagnie aérienne. » Il marchait lentement tandis que des images apparaissaient sur l'écran du tribunal, des images fixes des caméras de sécurité de l'office. Victor Slatt n'a pas seulement abusé de sa position. Il a tenté de réduire un jeune homme au silence, et ce faisant, il a révélé une culture qui lui laissait croire qu'il pouvait s'en tirer impunément. Slatt s'agita sur son siège, les doigts légèrement crispés contre les menottes. Son avocat commis d'office, un homme épuisé du nom d'Alan Strick, griffonnait des notes, mais gardait la tête basse. Il avait conseillé à Slatt d'accepter une plaidoirie, mais ce dernier avait refusé. « Ils se servent de moi pour arranger leurs affaires », avait-il dit. « Ce n'est pas de la justice. C'est un piège. » Mais maintenant, face à la lumière crue des preuves, la bravade de Slatt commençait à s'émousser. « Appelez votre premier témoin », dit le juge, sa voix résonnant dans la salle. Terence Miles Esavanka. Il portait un costume bleu marine qui semblait trop formel pour son âge, mais sa démarche, épaules en arrière, menton ferme, imposait la salle. La galeria resta immobile. Même les stylos des journalistes s'immobilisèrent. Terence monta à la barre et leva la main droite, la gauche portant encore la légère cicatrice sous le tissu de sa manche. Après avoir prêté serment, il s'assit, prit une longue inspiration et commença. « Je ne m'attendais à rien d'inhabituel, » dit-il doucement. C'était censé être juste un vol. Sa voix trembla d'abord, mais se stabilisa à mesure qu'il parlait. Quand il a demandé ma place, je n'ai pas protesté. Je me suis dit, peut-être que j'avais juste l'air déplacé. Mais ensuite, c'est devenu pire. Il s'est moqué de mon bras, m'a poussé dans l'allée. Puis il m'a demandé de venir au fond. La salle d'audience était silencieuse, retenant son souffle. Dans la galerie, il m'a dit que je n'avais pas ma place devant. Que je me croyais meilleur que tout le monde. Terence jeta un coup d'œil à Slatt, mais détourna rapidement le regard. Puis il m'a attrapé le bras et a utilisé son badge, pour y graver un mot. Daniel S. Approach Dousement. Et quel était ce mot, Terence? Menta. Un léger halètement résonna au dernier rang. Même le juge sembla expirer lentement, se ressaisissant. Daniel laissa le silence s'installer. Et quelqu'un en a-t-il été témoin? Pas directement. Mais quelqu'un l'a vu plus tard. Quelqu'un qui aurait pu l'empêcher et qui ne l'a pas fait. C'était le signal. Votre honneur, dit Daniel. L'accusation appelle Ellis Grant. Ellis entra lentement, le regard lourd, les mouvements raides. Il portait un costume anthracite sans cravate, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. En s'adressant à la barre, il soutint le regard de Terence une fraction de seconde, puis baissa les yeux. Après avoir prêté serment, Ellis s'éclaircit la gorge. « Je suis hôtesse de l'air depuis 4 ans, commença-t-il. J'étais sur le vol 1845. Je n'ai pas empêché ce qui s'est passé. Mais je l'ai vu. Plus tard. Sur la vidéo. Et avant le vol, j'ai entendu Slatt dire qu'il allait faire un exemple. Pourquoi n'avez-vous pas signalé ça? Demanda Daniel, calme mais ferme. Je pensais qu'il plaisantait, admit Ellis, la voix brisée. Je ne pensais pas qu'il le pensait. Et pendant le vol, j'ai vu l'expression du jeune. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Mais je n'ai rien dit. Le jury l'observait attentivement, certains les yeux plissés, d'autres avec une pointe d'empathie. Ellis se pencha en avant, la voix de plus en plus forte. J'ai été entraîné à ignorer ce qui me mettait mal à l'aise. J'ai choisi le silence, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Les mots frappèrent la salle comme une pierre jetée dans une eau calme. Un léger changement de ton parcourut la galerie. Même le juge se redressa sur son siège. L'histoire ne concernait pas seulement un acte violent, mais tous ceux qui l'avaient laissé se produire. Daniel hocha la tête. Pas d'autres questions. L'avocat de Slatt se leva lentement. Il savait qu'il était impossible de sauver l'image de son client,
mais il tenta de la réorienter. Monsieur Grant, diriez-vous que votre inaction vous rend tout aussi coupable? Ellis ne broncha pas. Je pense que cela me rend responsable. C'est pourquoi je suis ici. L'interrogatoire prit fin et le jury fut autorisé à délibérer. 1 heure passa. Puis une autre. Slatt resta figé sur sa chaise, les yeux fixés sur la table rayée. Il murmura un instant, « Ils font de moi un exemple. » Mais personne ne répondit. Lorsque le jury revint, le président se leva, le visage indéchiffrable. Pour agression au 2e degré, nous déclarons l'accusé, Victor Slatt, coupable. Il n'y eut aucune acclamation. Aucun cri. Juste le grincement d'une chaise et le léger halètement de Slatt. Ses épaules s'affaissèrent. Il parcourut la salle du regard à la recherche de quelqu'un de son côté. Il n'en trouva aucun. L'huissier s'approcha et resserra les menottes. Il ne s'attendait pas à ce que le gamin se défende, et il n'a jamais vu le système se déformer sous ses pieds. Le silence de la salle d'audience résonnait encore dans la mémoire de Terence lorsqu'il franchit les portes vitrées automatiques du terminal de West-Lynn à Brookmere. Le procès était terminé, la sentence prononcée, et l'homme qui avait gravé la douleur dans sa peau avait disparu des cieux, mais la véritable transformation ne faisait que commencer. À l'intérieur de la porte C4, un agent de maintenance en combinaison bleu marine fixait une nouvelle pancarte au mur. Terence s'arrêta pour la lire. Chaque passager, chaque membre d'équipage, chaque voix, respectée. Le message était simple, mais son poids était immense. West-Lynn avait changé, et pas seulement sur le papier. Dans les mois qui suivirent le procès, un changement discret mais indéniable s'opéra. Les équipages commencèrent à accueillir les passagers non pas comme des inscriptions sur un manifeste, mais comme des individus. Les anciennes formations obligatoires sur la diversité, autrefois considérées comme des routines à cocher, ont été remplacées par quelque chose de plus précis, plus honnête et plus difficile à simuler, le coaching en intégrité. Non pas animé par des consultants, mais par Ellis. La première fois qu'Ellis entra dans la salle d'entraînement, tous les regards se tournèrent vers lui. Il portait un blazer gris anthracite et serrait une fine tablette. Il ne se tenait pas derrière le podium comme d'autres avant lui. Au lieu de cela, il se dirigea vers le centre de la salle, regarda chaque membre d'équipage dans les yeux et dit « Je me suis figé au moment où j'aurais dû agir. J'avais peur de faire des vagues. Mais ce silence a failli coûter la vie à quelqu'un. Je ne suis pas là pour vous faire honte, je suis là pour vous demander ce que vous ferez quand ce sera votre tour. » La salle était silencieuse. Un mécanicien navigant cligna des yeux et laissa tomber son stylo. Un pilote remua sur son siège. Personne ne détourna le regard. Ellis continua, dévoilant histoire après histoire, sans nommer de nom, sans désigner de coupable, mais avec une clarté éclatante. Et même si le nom de Slatt ne lui parvint jamais, tout le monde le savait. Cette ombre planait encore sur le passé de l'entreprise, mais elle n'avait plus aucune prise sur son avenir. Pendant ce temps, Terence était retourné au lycée et avait terminé sa terminale avec une détermination tranquille. Il n'arpentait pas les couloirs avec bravade et ne racontait pas ce qui s'était passé sur le vol 1845, sauf si on le lui demandait directement. Mais quelque chose avait changé en lui. Ses épaules ne s'affaissaient plus. Il marchait d'un pas calme et déterminé. Le jour de la remise des diplômes arriva sous un ciel radieux de juin. Des rangées de chaises bordaient le terrain de l'école, leurs pompons se balançant au vent, le brouhaha des familles et des amis résonnant dans les tribunes. À l'appel du nom de Terence, il se dressa, grand, vêtu d'une robe bleu marine foncée, la cicatrice sur son bras dissimulée sous la manche, mais toujours là, un souvenir silencieux. Il monta sur l'estrade pour le discours des élèves, la voix posée, le regard scrutant l'auditoire. « J'ai reçu une douleur, » dit-il simplement, marquant une pause tandis que le vent taquinait le micro. Mais j'ai choisi de l'utiliser. Non pas pour blesser les autres, mais pour construire quelque chose de plus sûr pour le prochain enfant qui prendra l'avion. Il n'y eut pas de musique dramatique. Pas d'applaudissements lents. Juste un silence profond et stupéfait, puis des applaudissements. Le genre d'applaudissements qui n'est non pas de la joie, mais de la reconnaissance. Les camarades de classe de Terence se levèrent en premier. Puis leurs familles. Et enfin, les professeurs. Marcel était assis au 3e rang, vêtu d'un costume noir, l'air impassible. Il n'applaudit pas. Pas tout de suite. Au lieu de cela,
Il regarda son fils retourner à sa place, les yeux fixés sur lui, le menton haut. Puis Marcel se leva et se joignit aux applaudissements, ses paumes frappant plus fort que celles des autres. Une semaine plus tard, dans l'atrium exécutif de Westland Air, une cérémonie privée eut lieu, sans presse, sans caméra. Marcel se tenait près d'une plaque récemment dévoilée au mur. On pouvait y lire « La Fondation Terence Miles pour la jeunesse dans l'aviation, la technologie et le droit ». La salle ne comptait que 5 hommes, Marcel, Terence, Ellis, Owen Reed et un nouveau stagiaire nommé Joel, qui venait de quitter son foyer d'accueil et était le premier bénéficiaire de la fondation. Marcel s'éclaircit la gorge. Ce n'était pas un homme qui aimait les discours. Mais cette fois, il prit la parole. Certains pensent qu'une cicatrice signifie qu'on vous a pris quelque chose, dit-il en regardant la plaque. Mais parfois, cela signifie qu'on a survécu. On est devenu plus fort. Plus vif. Il se tourna vers Terence et posa une main ferme sur son épaule. Slat a essayé de le tuer, dit Marcel d'une voix égale, le regard inflexible, mais il n'a fait que l'aiguiser. Terence s'installa sans hésitation dans le siège 22A. Ce numéro avait un poids étrange, à la fois un souvenir et une affirmation. 1 an plus tôt, il s'était assis à ce même siège, les mains tremblantes et une blessure fraîche cachée sous sa manche. Aujourd'hui, il n'avait pas de capuche pour le couvrir, aucune peur ne lui serrait la poitrine. Juste une simple chemise boutonnée, les manches retroussées, et une légère cicatrice sur son avant-bras qui faisait partie de lui, pas tout. La cabine résonnait du bourdonnement sourd habituel des bavardages d'embarquement. Les roues des bagages raclaient le plancher de l'allée. Les moteurs tournaient au ralenti par la fenêtre, un léger grondement mécanique s'élevant sous eux. Terence jeta un coup d'œil en biais aux passagers qui embarquaient. Certains discutaient tranquillement. D'autres tâtonnaient avec leurs écouteurs ou leur compartiment supérieur. Tout semblait normal, et pourtant, ce n'était pas le cas. Ellis s'approcha par l'avant. Il portait un blazer impeccable, le nouveau badge de conformité or et bleu marine de Westland soigneusement accroché à sa poitrine. Sa posture avait changé. L'énergie nerveuse qui l'accompagnait autrefois s'était transformée en quelque chose de plus stable, de mérité. Il s'arrêta à côté de Terence, tapota le compartiment supérieur avant de se pencher légèrement. « Vérification des ceintures ?» demanda Ellis avec un sourire en coin. Terence émit un bref rire, le premier vrai de la matinée. « Ça me va encore » répondit-il en tirant légèrement sur la sangle qui lui passait par la taille. Ils échangèrent un hochement de tête, une compréhension tacite dans l'espace qui les séparait. Ellis tapota légèrement le dossier du siège et s'engagea dans l'allée. Terence se tourna vers le hublot. En contrebas, le personnel au sol chargeait les bagages dans la soute, leurs gilets fluo clignotant comme des gyrophares au soleil matinal. Au-dessus, les nuages se déplaçaient en longues et lentes traînées dans le ciel. Son reflet se renvoyait derrière l'épaisse vitre de l'avion, plus âgé, plus vif, plus sûr de lui. L'hôtesse de l'air à l'avant de la cabine, un jeune homme nommé Darnell, s'avança pour faire la démonstration des consignes de sécurité. Sa voix était calme et assurée, mais Terence entendit à peine ses mots. Ses pensées étaient tournées vers le garçon à l'arrière de l'avion. Il l'avait remarqué pendant l'embarquement. 4 rangées plus loin, coincé entre 2 hommes plus grands. Le gamin ne paraissait pas avoir plus de 15, peut-être 16 ans, la peau foncée, les cheveux courts et bouclés, et portait une paire de baskets blanches et raflées. Il n'avait pas parlé une seule fois, pas même lorsque l'homme à côté de lui avait demandé s'il avait besoin d'aide pour son sac à dos. Au lieu de cela, il s'était contenté de serrer l'accoudoir à 2 mains, les jointures blanches. Terence se souvenait de cette prise. Il se souvenait de ce qu'il avait ressenti, assis à ce même siège, se demandant qui le verrait comme une menace plutôt que comme une personne. Se demandant qui interviendrait si les choses tournaient mal. Il ferma brièvement les yeux, s'ancrant dans le rythme du moment présent. L'avion décolla de la piste, les ailes légèrement inclinées tandis qu'il s'élevait à travers les nuages. Les moteurs rugirent. Les oreilles de Terence se bouchèrent. Les passagers se penchèrent en arrière, certains soupirant de soulagement tandis que le vol se calmait. Il baissa les yeux vers son bras. Le mot avait presque disparu, s'estompant en une ligne argentée pâle. Il ne brûlait plus. Il le rappelait. De l'autre côté de l'allée, un homme d'affaires tapait sur son ordinateur portable. Un jeune homme, avec des écouteurs, hochait la tête à un rythme que lui seul pouvait entendre.
Le regard de Terence se porta de nouveau vers le fond de la cabine. Le garçon n'avait toujours pas bougé. Se levant lentement de son siège, Terence remonta l'allée. Personne ne l'arrêta. Personne ne le remarqua. Il s'arrêta près de la rangée du garçon et s'accroupit légèrement pour croiser son regard. « Premier vol ?» demanda-t-il doucement. Le garçon leva les yeux, surpris, puis hocha vivement la tête. Sa prise sur l'accoudoir ne se relâcha pas. Terence lui offrit un sourire calme. « Tu es en sécurité maintenant. » Il le dit comme une promesse. Pas seulement au garçon, mais à la version de lui-même qui avait autrefois eu besoin de l'entendre. Il resta là un instant de plus, puis retourna à son siège. Alors que les nuages se dissipaient dehors, la lumière du soleil entrait dans la cabine, chaude et pure. Terence appuya sa tête contre le hublot, le cœur calme. Le vol 1845 était de nouveau dans le ciel, mais pas comme avant. Ce n'était plus une question de peur. Plus maintenant. Ce vol, ce siège, ce ciel, tout cela signifiait quelque chose de nouveau maintenant. Et le ciel, enfin, semblait appartenir à tout le monde. Ils le pensaient impuissant, mais ils ont gravé dans le sang de l'homme qui possède le ciel. Si vous défendez la dignité, la justice et la force, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est une fiction créée pour mettre en lumière les conséquences des abus et de la discrimination dans le secteur des services. Son objectif est de sensibiliser, de promouvoir l'empathie et d'encourager des discussions constructives sur la justice, le respect et la responsabilité.